Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter avec Côme Frémont-Guilbeault, qui est mon patient partenaire, en fait, notre patient partenaire et assistant de recherche dans notre projet, notre système apprenant rapide pour monitorer et guider en temps réel l'implantation des programmes de premier épisode psychotique au Québec. Alors, dans notre équipe, nous avons des co-chercheurs principaux qui seront Dr. Srividya Iyer et Dr. Manuela Ferrari de l'Institut de recherche en santé Douglas. Nous avons également Marc-André Roy et Annie Leblanc, qui sont de l'Université Laval, respectivement de Centre Cerveau et du Centre de recherche sur les soins et les services de première ligne de l'Université Laval. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt, mis à part le fait que je suis une convaincue des systèmes apprenants et également, nous avons été financés par le FRQS pour ce projet. Alors, d'abord, vous dire que l'intervention précoce pour la psychose et l'implantation à large échelle des systèmes apprenants, donc, la psychose apparaît à l'adolescence et chez les jeunes adultes. C'est une période critique du développement de la personne. C'est une maladie mentale sévère qui cause une altération du contact avec la réalité, mais qui a aussi beaucoup d'impact sur le fonctionnement de la personne. Donc, l'efficacité du traitement, pour qu'elle ait un meilleur impact sur l'évolution symptomatique et fonctionnelle, doit réduire la durée des psychoses non traitées et proposer une intervention pharmacologique et psychosociale qui est fondée sur les données probantes dès le début de la maladie. C'est un modèle de soins qui est aussi complexe parce que ça implique des équipes multidisciplinaires qui doivent maîtriser de nombreuses interventions. Et également, ça requiert là, une mise en œuvre à grande échelle avec, on sait que quand il y a une mise en œuvre à grande échelle, comme c'est le cas actuellement au Québec, il y a des écarts entre les données probantes et la pratique. Et les pratiques sont souvent non conformes aux standards là, qui sont émis dans les guides de pratique. Donc, au Québec, actuellement, il y a 33 cliniques d'intervention précoce pour la psychose, alors qu'il y en avait... And there were only 18 in 2017. And there are... Ce modèle de soins qui a été démontré efficace moult fois par des investissements majeurs en santé, ce qui a permis d'augmenter le nombre de cliniques. Au Québec, il y a actuellement environ 60 psychiatres qui travaillent dans ce domaine-là, plus de 225 professionnels de la santé. Ça correspond environ à 2700, 3000 patients actifs. Il y aura de plus en plus de jeunes patients qui seront traités dans ce système de soins-là, avec environ 1300 à 1500 nouveaux cas par année. Donc, on a fait un projet pilote qui a inclus 10 cliniques dans 10 CCCIUS différents et qui a impliqué également 90 professionnels de la santé, par exemple ergothérapeutes, travailleurs sociaux, etc., 33 psychiatres, 10 chefs d'équipe, 1700 patients là, qui étaient suivis dans ces cliniques-là, 750 nouveaux cas par année approximativement là, pour les 2 années que le projet dure jusqu'à présent. On avait également dans notre projet 5 patients partenaires, 4 partenaires familles, et c'était un partenariat également avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, puis l'Association québécoise des programmes pour premier épisode psychotique. J'ai difficulté à changer mes diapositives, c'est joli. Bon. Alors, nous avons sélectionné 11 sites parmi les 33 dont je vous ai parlé pour leurs caractéristiques, en fait, représentatives de la diversité des différents programmes là, du Québec. Donc, c'était des sites qui représentaient des réalités géographiques là, différentes. Par exemple, on avait plusieurs sites à Montréal, mais on avait également des sites à Rimouski. Donc, les cliniques à Rimouski devaient couvrir 200 km à la ronde, alors qu'au centre-ville de Montréal, on est plus 5 km à la ronde. Des accès à des transports en commun qui est différent, des densités de population différentes et également des populations vulnérables différentes dans chaque région. Donc, par exemple, certaines régions avec des concentrations de populations autochtones plus importantes, d'autres avec des populations immigrantes ou encore des populations en situation d'itinérance. Les grosseurs d'équipe pouvaient varier de 2 intervenants jusqu'à 16 intervenants là, équivalent temps plein. Et certaines cliniques étaient en opération depuis moins de 2 ans quand le projet a débuté, alors que d'autres étaient en opération depuis plus de 20 ans. Donc, les cliniques ont été sélectionnées pour les différents défis qu'elles rencontraient dans l'implantation.
de ce programme-là, mais également parce qu'elles étaient engagées à tenter de s'améliorer et étaient prêtes à faire les efforts pour que ça puisse être possible. Donc, dès le début de notre projet, nous avons impliqué toutes les parties prenantes. D'abord, les chercheurs, les cliniciens et les chefs d'équipe, les patients et leurs familles, les administrateurs et gestionnaires, de même que les décideurs. Un système de santé apprenant, ça a été dit à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est beaucoup plus que de collecter des données ou des mesures. C'est une communauté de pratiques qui utilise des données collectivement, crée des nouveaux savoirs et les partage pour améliorer les soins. Donc, c'est une différence majeure de les avoir impliqués à tous les niveaux du système pour améliorer l'engagement, en fait, de chacune des parties prenantes. Donc, inspiré de la stratégie de recherche orientée sur le patient, nous avons développé notre système apprenant, mais aussi son évaluation. Donc, le schéma ici nous présente les différentes fonctions ou les différentes étapes du système apprenant. Et vous allez voir les mêmes schémas qui reviennent que ceux que je vous ai présentés tout à l'heure, qui indiquent quelle partie prenante était impliquée à quel moment dans le système apprenant. Donc, d'abord, on a, avec nos différentes parties prenantes, sélectionné des indicateurs qui étaient non seulement significatifs ou prioritaires parmi tous les indicateurs qui étaient relevés dans un effort de revue de littérature, mais qui non seulement étaient significatifs pour les patients et les familles, mais qui étaient aussi significatifs pour les cliniciens et atteignables, en fait, en moins de 2 ans que durait notre projet pilote. Une fois qu'on a bien identifié ces indicateurs-là et qu'on a évalué les besoins des différents programmes pour pouvoir récolter les données nécessaires, on a par la suite développé avec les différentes parties prenantes impliquées un système de collecte de données et de création de feedback automatique pour que les différentes parties prenantes puissent recevoir en fait les données en temps réel durant le projet pour voir quelle était l'évolution en fait des performances. Je vais y revenir tout à l'heure. Une fois que les différentes technologies de la santé ont été d'abord sélectionnées ou créées et ont été utilisées, une fois que les feedbacks étaient reçus par les différentes parties prenantes, on a tenu des activités de renforcement des capacités. Donc, ça pouvait être des conférences en ligne, des programmes de mentorat dont je vais vous parler tout à l'heure, ou encore la co-création d'outils. Et une fois que ces activités-là ont été offertes, on mesure à nouveau avec les mêmes outils, les mêmes indicateurs pour voir l'impact de nos activités de renforcement des capacités ou même simplement des feedbacks sur la capacité des programmes à améliorer leur performance. Donc, c'est un schéma ici un peu complexe, mais qui vise à montrer les différents moments dans la trajectoire de soins. On voit qu'il y a différentes périodes très importantes qui sont la période de référence, ensuite la période de soins et d'intervention, et par la suite la période de transition de la fin du suivi vers d'autres services. Donc, notre système apprenant permettait de mesurer 8 types d'indicateurs, que ce soit le processus d'accès aux soins, le délai d'accès aux soins, la capacité des programmes à engager et à mesurer la satisfaction des jeunes et des familles. Ensuite, les différentes interventions spécialisées qui doivent être offertes au cours du traitement, incluant également la formation continue du personnel pour qu'ils puissent être en mesure d'appliquer ces interventions-là qui sont complexes. Le fait d'avoir des ratios patients par intervenant qui soient petits pour pouvoir permettre de toutes les interventions requises. Et finalement, l'évolution clinique auto-rapportée par le patient. Donc, on a, plutôt que de faire ce qu'on fait habituellement dans nos protocoles de recherche, qui sont de mesurer les mêmes échelles qu'on mesure toujours, on est allé beaucoup plus avec une évaluation par les patients de leur propre rétablissement et leur évaluation de l'impact en fait, des interventions reçues sur les différentes dimensions de leur rétablissement. Donc, chaque indicateur que je vous ai nommé avait plusieurs sous-indicateurs. Je vais passer plus vite, là, comme étant donné que le temps est limité.
Donc, on voit ici les différentes plateformes de capture de données, là. Donc, on voit ici le système Happy or Not, où le patient peut, soit dans des tablettes électroniques sur les murs des salles d'attente, ou encore à l'aide d'un code QR qu'il peut scanner qu'il peut par la suite utiliser soit sur son téléphone ou n'importe quel appareil électronique. Le patient peut remplir un court sondage de moins de 2 minutes sur sa satisfaction des services et les raisons pourquoi il a été satisfait des services, indicateurs qui sont issus de la littérature et priorisés par nos patients partenaires. Le patient a également la possibilité de remplir un sondage de 10 minutes dans lequel il va non seulement évaluer les services, mais également les 11 dimensions là, de son rétablissement, également l'impact des services sur ces dimensions-là. Il va également pouvoir donner des informations sur comment il préfère recevoir des services, par exemple par télémédecine ou encore par des visites en présentiel ou par des visites à domicile. Les chefs d'équipe, à chaque 4 mois, doivent entrer dans le système. Ils répondent à un questionnaire en ligne où ils peuvent y répondre de l'endroit de leur choix ou encore sur l'appareil de leur choix, sur les pratiques qui sont faites dans leur clinique. Et les familles et les proches ont également la possibilité de rentrer des données, non seulement sur leur satisfaction par rapport aux services qu'eux reçoivent, mais par rapport aux services que la personne, leur proche qui a la maladie reçoit. Donc, une fois que toutes ces données-là sont entrées et analysées par le système, de façon continue pour certains indicateurs, certains autres, c'est à chaque 3-4 mois, le système va envoyer un feedback où chaque programme peut voir l'évolution de la mise en œuvre des composantes essentielles au fil du temps. Donc, il peut lui-même voir son évolution au fil du temps. Il peut se comparer aux autres programmes en général et aux programmes qui lui ressemblent le plus. Donc, par exemple, les programmes ruraux peuvent se comparer aux programmes ruraux, les programmes urbains aux programmes urbains. Ils peuvent également comparer leurs performances par rapport aux cadres de référence, qui sont nos guides de pratique au Québec. Et par la suite, des recommandations pour des améliorations vont être proposées selon la performance. Donc, c'est généré automatiquement, mais c'est adapté à la performance de chaque clinique. Et il va y avoir toujours la logique sous-jacente qui explique pourquoi ces indicateurs-là sont importants et pourquoi ces recommandations-là sont importantes. Fait que vous voyez ici un exemple de feedback. On voit ici un feedback sur l'accessibilité, donc les délais d'accès à une évaluation psychiatrique. Donc, le programme va voir ici en vert sa propre performance à travers le temps. Comparativement au programme qui a le mieux, qui a eu les délais les plus courts et le programme qui a eu les délais le plus longs. Et il peut se comparer également aux normes, aux standards là, qui sont dans les guides de pratique et à la moyenne des programmes du Québec. Même chose en termes de continuité de soins. Là, on a plus des catégories oui-non. Il va pouvoir voir, normalement, on verrait le nom du programme, là, dans quelle catégorie il se trouve. Il peut voir comment il a réussi à atteindre cet indicateur-là et comment la moyenne là, des autres programmes se situe. Et on aura ici des conseils sur comment on pourrait améliorer là, la performance. Donc, on a ici un autre feedback qui est encore envoyé systématiquement et automatiquement. Il peut être reçu, celui-là, quotidiennement, une fois par semaine, une fois par mois. C'est selon ce que le programme souhaitera. Il peut être envoyé aux partenaires de leur choix dans leur programme. Et on va ici voir la satisfaction générale des patients quant au service et les points forts ou les points à améliorer et l'évolution à travers le temps de la satisfaction. Pour la partie renforcement des capacités, donc, on a des événements d'échange de connaissances, que ce soit des conférences, des ateliers en personne ou en ligne, des formations en ligne qui sont logées dans une médiathèque, ou encore la co-création d'outils cliniques ou administratifs qui sont créés à partir de partage d'outils entre les cliniques et des programmes de mentorat où on va jumeler les programmes qui sont plus forts avec des programmes qui sont plus faibles, entre guillemets, sur certains indicateurs pour qu'ils puissent s'entraider. Donc, on voit ici l'exemple de la médiathèque où pour chacun des indicateurs, il va y avoir des vidéos ou des articles qui sont disponibles pour permettre la formation continue. Donc, ici, en résumé, on voit que tout au cours de notre projet, il y a eu différents événements qui ont eu lieu, comme par exemple des rencontres scientifiques où on a évalué les besoins des cliniques,
ou encore des événements de partage de connaissances. Puis on voit ici, à chacun des endroits, lesquelles des parties prenantes ont été impliquées. Et on démontre également qu'à la fois, beaucoup les cliniciens, les patients et leurs familles ont été impliqués, et de même que les décideurs là, aux différentes étapes. Donc, nous avons, pour évaluer l'impact, on a utilisé le cadre REAIM, où on a voulu voir à la fois en termes de portée, d'efficacité, d'adoption, d'implantation et de maintien, comment notre système apprenant a pu performer. Donc, on peut voir qu'on a réussi en vert, là, foncé, ça, c'est les objectifs qui étaient atteints. En vert plus pâle, c'est les objectifs qui sont en cours, et en rouge, ce serait ceux qui n'avaient pas été atteints. Donc, 100% des programmes ont accepté de participer là, à nos réunions de recherche, et la plupart ont participé aux réunions de transfert de connaissances. On a aussi pu voir que non seulement la plupart des cliniques ont répondu à chaque temps de mesure, mais que le temps de collecte de données a été réduit de façon significative à travers le temps. On voit également que pour les données plus complexes, les cliniques avaient beaucoup de difficultés au début à collecter les données, qu'à travers le temps, la capacité à collecter des données s'est de beaucoup améliorée. Quant à l'efficacité, on a vu qu'on a pu améliorer de façon très significative l'accès aux services. Donc, par exemple, les délais pour que le patient soit contacté rapidement sont passés de 12 jours à 2,3 jours au cours du projet. Et il y a beaucoup plus de capacité d'accepter l'autoréférencement par les patients eux-mêmes ou par les proches directement aux services surspécialisés. Et, par exemple, la formation continue du personnel a plus que doublé durant le programme. Donc, on voit ici en résumé qu'en termes d'adoption et d'efficacité, tant dans la capacité à collecter les données sur nos 8 indicateurs que la capacité à atteindre les standards, on s'est amélioré, les programmes se sont améliorés dans la plupart des indicateurs. Plusieurs sont déjà atteints et d'autres sont encore en train d'être en cours d'amélioration. Donc, les retombées et suites possibles. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a accepté d'établir un partenariat avec nous. On va débuter ça là, très prochainement pour déployer ce système apprenant-là à travers tout le Québec. Il y a également d'autres intérêts qui nous ont été manifestés par d'autres provinces dans le cadre probablement de projets de recherche ou même de partenaires en Europe là, et aux États-Unis. Est-ce que cet outil-là pourrait être utilisé pour évaluer la fidélité des programmes? On est en train, dans notre projet de recherche, de regarder quelle est la fiabilité et la précision des données qui sont collectées là, par les cliniciens eux-mêmes, les patients et leurs familles. Et également, on pense que cet outil-là pourrait être transposable à plusieurs autres modèles de soins complexes en santé mentale ou dans d'autres domaines de la santé. Sur ce, je vais laisser la parole à Combe, qui est notre patient partenaire, un de nos patients partenaires, en fait, dans le projet. Bonjour. Oui, donc je suis ancien patient de la clinique JAP, Jeunes adultes psychotiques au CHUM, et je suis maintenant stable, ayant eu la chance de ne pas vivre de rechute psychotique. En tout premier lieu, je tiens à dire que je suis honoré de participer à ce symposium parce que c'est sensationnel de vivre à un endroit où de tels événements existent, surtout dans le contexte actuel, le contexte global actuel. D'abord, je vais vous parler de comment le SARPEP aurait pu m'aider et en quoi ça aide les autres actuellement. Je dis aurait pu m'aider parce que moi, j'étais plus patient quand il a été implémenté, mais j'étais partenaire patient. Personnellement, ça m'aurait permis de parler de vécu profondément personnel ou bien particulièrement chargé émotionnellement, qui, dans des moments d'instabilité, constituait selon moi un écran à une intervention vraiment efficace de la part des intervenants. En effet, j'avais beaucoup de critiques à faire sur le système de soins qui me desservait quand j'étais en psychose. Ça, c'est en 2019. Non, 2016. Mais je me voyais sans cesse confronté aux limites humaines, émotionnelles, temporelles, mais normales des intervenants et des cliniciens, alors qu'un système de soins apprenant et son potentiel d'anonymat, notamment, permet d'outrepasser cette entrave dans la communication en donnant une voix aux patients tout en donnant une fenêtre d'accès sur la psyché des patients aux chercheurs cliniciens. Puis ça, je pense que c'est généralisable à la santé en général, puis même probablement plus simple dans d'autres disciplines que la psychiatrie, tu sais. Ça peut permettre notamment une meilleure individualisation des soins prodigués,
actuellement, je pense que beaucoup de patients et de patientes doivent se sentir plus à l'aise que je l'étais à nommer des réalités cliniques difficiles grâce au SARPEP. Ensuite, j'espère que les systèmes de soins apprenants deviennent plus répandus afin que toutes les sphères du domaine de la santé en bénéficient. Je pense qu'il faut promouvoir à une échelle sociale, soit gouvernementale, minimalement provinciale, une culture de l'apprentissage, en préconisant la curiosité, l'humilité, l'intégrité intellectuelle, mais aussi l'équité, autant chez les cliniciens que chez les proches aidants, en passant par les gestionnaires, parce que c'est dans un tel contexte que l'information qui sort du vécu patient sera la plus accessible à tout le monde. Je pense ici à un contexte d'ouverture, comme un peu celui de cet événement-ci. D'ailleurs, pour ce qui est de notre démarche avec le SARPEP, je pense que ça a été avantageux d'aborder le défi à travers l'intersectionnalité que je vais expliciter dans les prochains moments, et non seulement l'intersectorialité dont on a parlé plus tôt, parce que oui, ces deux composantes peuvent potentiellement guider d'autres équipes de chercheurs dans leur cheminement. Pour moi, c'est important de suivre les progrès sociaux dans la démarche scientifique, notamment en révisant des formulaires plus anciens avant de les utiliser pour un système d'aide apprenant. Pour reprendre une des idées de Mme Green ce matin, c'est important de prioriser la santé et le bien-être des patients et patientes d'aujourd'hui tels qu'ils sont et qu'elles sont aujourd'hui, étant moi-même non-binaire et ayant subi le manque de nuances du système de santé québécois par rapport au questionnement d'identité. C'est un défi de taille, mais un défi prioritaire, pour seulement nommer cet exemple-là. Dans notre cas, le fait d'avoir inclus des patients, des proches aidants, des intervenants, des cliniciens et d'autres instances sociales a été primordial au succès du SARPEP. Je pense qu'on repose encore à ce jour sur une approche rétroactive de l'ensemble des parties prenantes concernant les systèmes de soins apprenants à travers différentes recherches cliniques. En d'autres mots, chaque individu travaillant sur le SARPEP me semble avoir été questionné sur presque tous les facteurs desquels il faut tenir compte pour concevoir un système qui a une telle efficacité ou en tout cas une telle efficacité potentielle. Pour conclure mon raisonnement, pour encore rebondir sur ce que disait Mme Green ce matin, je pense qu'il serait préférable d'aller vers un système qui apprend et non un système qui saurait, mais qui se situerait plutôt dans la double ignorance de ces angles morts. Pour clarifier mon propos, je pense qu'il faut demeurer ouvert aux apprentissages et non faire paraître à la population que l'État est omniscient parce qu'il ne l'est pas. Pour finir, je dirais que c'est toujours pertinent de se questionner sur notre manière d'apprendre ou en d'autres mots, sur notre capacité en tant que société, en tant que civilisation à apprendre. Puis un petit rappel que c'est important de rester inclusif et multidisciplinaire envers le corps patient pour garder un transfert ouvert des connaissances, que ce soit à travers le vocabulaire choisi ou la posture clinique qui est adoptée. Je vois que j'ai presque atteint ma limite de temps. Puis pour finir sur une note positive, je dirais que je pense que la pierre de Rosette de la problématique qui nous concerne aujourd'hui pourrait être le partenariat patient qui soit encore plus valorisé, voir l'inclusion de patients dans le corps clinique, dans un axe professionnel de la santé issu du terrain pour rebondir sur ce que disait Mme Isabelle Dany, qui est infirmière clinicienne dans le chat plus tôt. Par exemple, moi, j'étudie dans le domaine de la santé, puis je suis issu du terrain, puis j'espère que le milieu clinique me sera ouvert sur le plan professionnel. Je pense que finalement, pour rebondir sur ce que disait Dr. Ryu, que le vécu patient se rapporte à l'idée de la gestion des urgences, puis que c'est une capacité qui se développe notamment à travers le vécu de la maladie chronique. Donc voilà, merci beaucoup. Puis je suis vraiment honoré d'avoir pu participer à cet effort collectif majeur. Merci. Merci beaucoup à vous deux, très intéressant. Et on a des questions.
Donc, je commence en fusionnant deux questions pour Madame Abdelbaki. Vous avez mentionné des indicateurs. On a des gens qui nous demandent de nous décrire un peu ces indicateurs-là. Et aussi, on a une question qui nous demande comment vous utilisez les indicateurs pour prioriser les actions à prendre. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, donc c'est très intéressant comme question. En fait, par exemple, des exemples d'indicateurs importants, comme j'ai mentionné, en intervention précoce pour la psychose, chaque semaine, c'est un peu comme dans beaucoup de domaines de la santé, là, chaque semaine compte quand le patient est laissé malade, mais sans traitement. Donc, de réduire les délais d'accès, c'est quelque chose de très important. Et donc, on a essayé de mesurer le délai entre le premier contact pour le patient avec le système de santé puis le moment où il est capable d'avoir des services, les premiers services là, efficaces. Ça, c'en est un exemple d'indicateur. Un autre exemple d'indicateur était, par exemple, certains types d'interventions comme la thérapie cognitivo-comportementale qui doivent être données dans notre modèle de soins. Est-ce qu'ils étaient offerts dans les cliniques et c'est quoi le délai, par exemple, pour que les patients aient accès à cette intervention-là ou quel est le pourcentage de patients qui ont accès à ces interventions-là. Ce sont divers exemples. Et comment on faisait par la suite pour amener des changements? Bien, en fait, ce qu'on a fait, c'est beaucoup de regarder dans les feedbacks qui sont produits par le système, lesquels parmi ces indicateurs-là étaient, par exemple, déficitaires pour le plus grand nombre de cliniques. Et là, on a priorisé avec nos partenaires sur lesquels de ces indicateurs-là, ils souhaitaient qu'on fasse de l'échange, par exemple, de connaissances. On leur a également demandé quel type de format vous souhaiteriez avoir. Est-ce que vous préférez qu'on fasse des ateliers où on échange entre nous ou vous voulez plutôt rencontrer des experts de façon individuelle pour votre programme pour pouvoir avoir un feedback, etc.